Une vie au pays. Sabias mon país, anino ni frontiero, di l'uber suspendis une folle épopée. Une vie au pays, c'est la mémoire des habitants du pays de l'Albigeois et des Bastides et la découverte de son patrimoine. Une émission en partenariat avec le pays de l'Albigeois et des Bastides. Se trapo pescami di Lusan de l'Astero, di Luca o de Rasi, di la mar de l'Albière. Bonjour à toutes et à tous. J'ai invité aujourd'hui Jean-Paul Marion, historien tarnais, originaire de Millard, au nord-ouest du pays de l'Albigeois et des Bastides. Jean-Paul Marion, bonjour. Bonjour. Peut-être pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs? Je suis Jean-Paul Marion, récemment retraité et résident à Millard et à Albi. Et je m'intéresse à l'histoire locale et plus particulièrement à mon village de Millard sur le canton de Vaour. Alors l'histoire de ce petit village de Millard, donc, qui est au cœur de vos recherches et de vos écrits historiques, a un nom qui a une origine, laquelle? Alors il semble que Millard appartenait à l'époque romaine à une ligne de poste échelonnée le long de l'Aveyron à partir de Najac et jusqu'à Bruniquel, où l'invasion romaine avait établi ses quartiers. Ainsi, la conquête romaine stationnait sur cette ligne de séparation entre les rutaines libres, au-delà de la rive droite de l'Aveyron et du Vior, et les rutaines provinciaux incorporés à la Narbonnaise. Miliacum, son nom d'origine, correspond à une borne milliaire d'une route gallo-romaine qui faisait communiquer l'Albigeois avec le Quercy, probablement par la ligne de crête partant de la Drèche, franchissant le Cérou à Monestier, et remontant vers le Ségur, Saumar, la Colombarié. Alors, qu'est-ce qu'une borne milliaire? Vous pouvez nous expliquer quel était son rôle? Alors, les bornes milliaires étaient disposées le long des voies romaines et indiquaient chaque mille environ 1,5 km ou 2,2 km et mesuraient les distances entre les différentes villes de l'Empire. Les bornes milliaires ont un rôle d'abord militaire. Elles sont empruntées par les légions, mais servent aussi au service postal officiel et au transport. Alors, il y avait donc beaucoup de routes à cette époque-là qui avaient des bornes milliaires. Alors, les voies romaines les plus importantes sont celles, effectivement, qui partent de la Méditerranée, qui vont sur Toulouse et ensuite sur Bordeaux. Mais ensuite, on trouve de nombreuses routes de voies romaines qui remontent, la plus célèbre est celle de Béziers à Cahors, et ensuite celle qui remonte sur Rodez et après sur Lyon. Donc les Romains avaient quadrillé tout notre territoire par des voies romaines qui étaient issues des anciennes voies antiques utilisées par leurs prédécesseurs, les Celtes. Et une borne milliaire était en quel matériau? Est-ce que vous pouvez nous la décrire? Alors les bornes milliaires étaient bien souvent en granit ou en grès. Elles étaient constituées par un socle à base cubique de 50 cm de côté, et sur ce socle cubique, un fût cylindrique de 40 à 50 cm de diamètre pour une hauteur allant jusqu'à 1,50 m à 2 mètres. Ces bornes milliaires portaient l'indication des distances aux villes et aux stations voisines, souvent aussi une inscription à l'honneur du souverain ou du fonctionnaire qui avait fait construire ou réparer la voie romaine. On en trouve 150 à 200 en France à ce jour. Alors, nous revenons à Millard, cette borne milliaire, est-ce qu'on peut en avoir une idée? Est-ce qu'on peut savoir où elle se trouvait? Alors, cette borne milliaire, on n'en a pas retrouvé. On suppose qu'elle était utilisée en réemploi dans une construction du village. La mémoire collective fait que, sur le fronton de la mairie, dans le blason, on retrouve cette borne milliaire, ce qui fait dire que l'origine de Millard vient bien de cette borne milliaire. Alors, nous allons partir un peu plus loin dans le temps, au moment de la préhistoire. Est-ce qu'on peut penser qu'il y a des peuples qui ont vécu à Millard, dans cette région?
Tout à fait. Donc ça, il faut remonter 5000 ans en arrière, puisque nous avons donc la présence de 2 dolmens sur notre commune, 2 dolmens qui ont été inventoriés, où on a trouvé donc des pièces où on a retrouvé des traces du passage de ces peuples celtes qui ont occupé pendant des siècles toute cette partie du Quercy, puisqu'il y a tout un périmètre de 300 à 400 dolmens qui partent de Souillac et qui viennent de se terminer sur la Grésigne. Et on retrouve sur chacune des communes du canton de Vaour 1 ou 2 dolmens, et Millard fait partie de ces communes qui possèdent la présence de celtique avec 2 dolmens. Alors, quels sont ceux que l'on peut voir à Millard? Alors, nous avons le dolmen du Roc de la Vierge, et ensuite on a le dolmen de Grézel. Ce sont 2 dolmens de crête, proches de voies antiques, et qui sont distants l'un de l'autre de 2 kilomètres. Nous continuons à progresser dans l'histoire. Alors, est-ce qu'il y a maintenant des traces d'occupation de peuples de l'époque romaine jusqu'au Moyen-Âge? Alors, la présence romaine, elle est attestée par des éléments qui ont été remontés lors des labours. Des poteries, des pierres, des tégulés, c'est-à-dire des tuiles. Manifestement, la présence romaine est attestée à la fois sur le village de Millard, mais est attestée sur les villages de l'autre côté de l'Aveyron, comme Fénérols, qui avait un grand centre important. C'est pareil, on retrouve des traces d'époque romaine, de villas romaines en particulier, sur Arnac. Une fouille a eu lieu récemment, l'année dernière, et caractéristique, c'est que cette trace de présence romaine fait suite à des traces d'une présence du néolithique. Donc cette région-là de part et d'autre de l'Aveyron, entre Saint-Antonin et la Guépie, a connu une activité et une économie liée à la présence romaine. Alors nous allons faire une petite pause musicale. Alors, Jean-Paul Marion, donc, à la chute de l'Empire romain, que s'est-il passé à Millard? Est-ce qu'on a des traces de ce qui s'est passé à ce moment-là à Millard, comme dans toute la région? Alors, à la chute de l'Empire romain, comme dans toute la région, le lieu fut traversé et occupé tour à tour par les Vandales, les Visigoths, les Francs et les Sarrasins. Alors, en ce qui concerne la présence wisigothe, on sait que Toulouse était la capitale de leur royaume, et nous avons autour de Millard 3 villages qui témoignent de cette présence wisigothe, de par la consonance de ces villages, puisque Rataïrens, Panens, Amarens sont des consonances wisigothes et manifestement devaient aussi être des villages qui délimitaient le périmètre de ce royaume wisigoth. Alors, de cette lointaine époque, il subsiste une légende, laquelle vous nous la racontez?
Alors, il y a eu une légende concernant Saint-Didier. Saint-Didier appartenait à une grande famille seigneuriale de l'Albigeois et possédait pratiquement toutes les terres de l'Albigeois. Et en l'an 654, sous le règne de Sigebert, roi d'Austrasie, le corps de Saint-Didier, qui avait été évêque de Cahors et trésorier de Dagobert, son corps traversait Millard, puisqu'il était transporté par ses domestiques pour être enseveli dans sa bonne ville de Cahors. Et c'est alors qu'une femme, possédée du démon, fut amenée auprès du cercueil, et à peine eut-elle touché le bord de ce cercueil qu'aussitôt disparurent l'obsession de son âme et les tourments de son corps. Voilà un témoignage qui a été relaté concernant le passage du corps de Saint-Didier à Millard. Une guérison miraculeuse. Absolument. Donc. Alors nous en arrivons à l'an 1000 maintenant, donc nous sommes au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, Millard fait partie de quelle région, de quel comté? Alors, Millard était sous la vicomté des vicomtes Saint-Antonin, qui avaient en possession toute la vallée de l'Aveyron et en remontant sur Najac. Ils étaient en mitoyenneté avec la vicomté de Trencavel. Trencavel avait son fief en Bialais et puis Albi. Et ces vicomtes étaient rattachés au comté de Toulouse. Comté de Toulouse qui retournera à la couronne de France sous Saint-Louis en 1271. Donc il y a un château qui a été construit à ce moment-là à Millard, ou bien est-ce que sa construction est de quelques années plus tard? Alors, il y avait une tour de guet qui contrôlait cette vallée du Céraud, et le château que l'on peut voir aujourd'hui est issu de l'emplacement de ce château féodal, de ce château de guet, où son premier seigneur est attesté remonte à partir de 1281. Et quel est ce seigneur? Alors, en 1281, le roi de France, ayant récupéré les fiefs des seigneurs qui avaient été rejetés dans la mesure où ils avaient été conciliants et coopératifs avec la cause cathare, tous ces fiefs donc avaient été abandonnés et récupérés par le roi de France. Ce qui fait qu'en 1281, le fief de Millard et une vingtaine d'autres fiefs de la région, sans les citer, Tonac par exemple, à l'Irak, tous ces fiefs sont remis à Géraud de Casaubon, qui était comte de Gore dans le Gers, et pour des raisons politiques avec le comte d'Armagnac, un échange de fiefs a été fait par le sénéchal de Toulouse, et Géraud de Casaubon a pris possession de la seigneurie de Millard et de 24 autres seigneuries de cette région. Et est-ce que pendant la guerre de 100 ans, il a gardé cette seigneurie? Alors, pendant la guerre de 100 ans, il s'est trouvé que la famille de Casaubon, par mariage, a épousé des familles de la région de Cahors, comme les familles de Castelnau-de-Vaux, originaires de Castelnau-Moratier, et ces familles du Quercy, sentant venir l'arrivée et la poussée des Anglais, ont été amenés à abandonner leur fief proche de Cahors et sont venus s'installer à Millard. Et donc Millard était une place forte à ce moment-là? Alors Millard était une position de repli pour ces familles du Quercy. Ce n'est qu'après que les descendants de ces familles de Castelnau, on retrouve les familles de Béraille, baron de Cessac,
c'est ça qui est tout proche de Cahors aussi. Toutes ces familles sont venues se réfugier sur Millars et ont amélioré le bâti et le château que l'on peut voir aujourd'hui, puisque c'est Charles de Casillac qui lui-même a entrepris la rénovation du château comme on peut le voir aujourd'hui. Alors c'était donc une place forte qui défendait la vallée du Cérou en bordure de la forêt de Grésigne et pendant les guerres de religion, donc cette place forte a eu un rôle important. Alors pendant les guerres de religion, effectivement, nous étions au milieu du conflit entre les cordés qui représentaient la religion catholique et les papistes, et de l'autre côté, nous avions Saint-Antonin avec Verfeil qui était sous l'administration et sous l'influence des protestants, et toute cette région entre Cordes et Saint-Antonin a souffert des rivalités entre les catholiques et les protestants. Alors on voit certainement à ce moment-là beaucoup de combats, des démolitions. Beaucoup de pillages, et effectivement en 1574 on considère que Millars est ruiné et que la paix ne reviendra qu'en 1625. Et que s'est-il passé ensuite? Alors ensuite, durant 2 siècles, de 1450 à 1721, c'est la famille de Casillac qui, par alliance entre les Bérailles et les Casillac qui étaient implantés à Noailles, à côté de Cordes, cette famille de Casillac, c'est elle qui va donc, en ayant amené tout son fief qu'elle possédait à la fois dans le Tarn, mais aussi dans le Lot, cette famille va constituer un territoire suffisamment important pour qu'en 1653, ce fief soit déclaré marquisat par le roi Louis XIV. Vous êtes sur les ondes de Radio Albigès, 95.4 et 104.2 et sur www.radioalbigès.com. Dans cette émission Une vie au pays, mon invité Jean-Paul Marion nous évoque pour nous aujourd'hui l'histoire de Millars, ce petit village au nord-ouest du Tarn. Alors, en 1653, c'est la famille Casillac qui est propriétaire du château à Millars, avec des titres successifs de seigneur, de baron, de marquis. Alors, à quoi ressemblait leur château à ce moment-là? Alors, c'est à cette période que Charles de Casillac fait reconstruire le château par Maître Oradour, qui est un maître maçon de Toulouse, et qui aura l'aspect qu'on lui connaît de nos jours. Il y a à l'intérieur de ce château un escalier en pierre magnifique, qui n'a pas été classé, donc malheureusement on ne peut pas y accéder, on ne peut pas le voir aujourd'hui, mais il y a une pièce vraiment en référence en matière d'architecture en ce qui concerne l'escalier. Et cet escalier a été construit à ce moment-là? Cet escalier a été construit au moment de la rénovation totale de ce château par la famille de Casillac.
pour enjoliver ce château, il faut imaginer que Charles ou son fils avait même aménagé une pièce d'eau devant le château, sur ce que l'on appelle le parc aujourd'hui, et il avait fait venir un captage d'eau depuis le ruisseau de Bonan, qui prend sa source à la mer de Dieu sur la commune de Rossé-Hérols, et par gravitation et par une canalisation en terre cuite, il avait donc fait amener l'eau pour avoir un bassin d'agrément, une belle pièce d'eau qui a disparu à la Révolution. Alors, nous sommes donc à la Révolution. Maintenant, à l'époque révolutionnaire, quelle est la situation de la commune de Millard? Non, pardon, vous vouliez peut-être ajouter quelque chose concernant ce lac. Ce lac a une histoire. Alors, avant d'arriver à la Révolution, donc la famille de Casillac, par succession, ce fief, ce marquisat appartiendra à la famille de Lamoignon de Baville, et en 1766, la famille de Lamoignon vendra le marquisat de Millard à la famille Doré de Saint-Géry, originaire de Rabastens, et la famille de Saint-Géry donc détiendra ce fief jusqu'à la Révolution. C'était important quand même de le signaler. Donc, nous en arrivons maintenant à la Révolution. Donc. Oui. Alors, à la Révolution, donc Millard devient une commune. Et cette commune, est-ce qu'elle a une importance particulière dans cette région du nord du Tarn? Tout à fait, puisque à la Révolution en 1790, Millard est désigné chef-lieu de canton. Mais bon, les découpages administratifs qui auront lieu par la suite fera que Millard sera destitué au profit de Vaour. On le retrouve aussi au profit de Cordes. Donc Millard ne sera plus jamais à nouveau chef-lieu de canton. C'est aujourd'hui Vaour qui représente le chef-lieu. Est-ce qu'on peut avoir une idée de l'importance de Millard par rapport à Cordes à ce moment-là? Il y avait deux points forts dans la région, c'était Cordes et Saint-Antonin, du fait de leur activité sur le travail du cuir en matière de tannerie, sur les tissages de draps. Donc manifestement, l'activité de Millard avant la Révolution consistait à approvisionner ces deux pôles en fibres, en éléments constitutifs du tissage de draps. Ce que je n'ai pas dit, c'est que la richesse des seigneurs de Millard, donc surtout pendant la période du marquisat, ces marquis ont possédé une série de moulins que l'on retrouve sur l'Aveyron, que l'on retrouve sur le Cérou, que l'on retrouve dans le Lot, que l'on retrouve aussi sur le Tarn, et c'était les premiers industriels de l'époque, puisqu'ils avaient su tirer de gros revenus de la part de ces moulins, qui, outre le mélange des graines, on a retrouvé aussi des moulins papetiers, un moulin à foulon. Donc ils avaient utilisé la force de l'eau pour avoir une activité à caractère industriel pour l'époque. C'était une activité économique très importante, de toute façon, dans le Tarn en général et dans toute la région. Alors, ce château féodal, après la Révolution, qu'est-ce qu'il est devenu? Alors, à la Révolution, il est donc abandonné un peu par la famille de Saint-Géry qui reste basée à Rabastens et à Toulouse. Et ce château connaît dans un premier temps l'arrivée d'un personnage qui prend en compte cette bâtisse pour instituer un collège d'enseignement supérieur, et on va avoir à Millard un collège d'enseignement supérieur qui va durer une vingtaine d'années aux alentours de
de 1820 par là. Et ensuite? Alors ensuite, ce château sera racheté, revendu et même rentrera dans le patrimoine communal puisque la municipalité l'acquiert pour en faire sa maison communale et en faire aussi l'école des filles, l'école des garçons. Donc là, nous nous trouvons dans les années 1800, aux alentours des années 1870. Donc nous arrivons à l'époque contemporaine. Comment le village de Millard s'est-il étendu? Parce que là, le village médiéval était sur une petite hauteur et actuellement, il s'est étendu de quelle façon? Alors, le point important, c'est d'abord 1864, puisque nous avons l'arrivée du train de la ligne qui relie Toulouse à Paris par Capdenac. Et cette voie ferrée va mener un peu de prospérité, puisqu'effectivement le train va pouvoir évacuer de la marchandise vers Paris, en particulier du fourrage, en particulier du vin. Mais aussi, elle va permettre aux habitants de Millard d'aller soit sur Toulouse, soit sur Paris pour trouver du travail. Et Millard va perdre en population puisque le pic démographique du village s'institue aux alentours de 1860 où on atteignait près de 900 habitants. Alors, nous allons peut-être en rester là aujourd'hui pour cette histoire de Millard. Et qu'est-ce que vous pourriez nous dire pour Millard à travers les siècles, en conclusion? Alors, en conclusion, l'histoire de Millard se confond avec l'histoire de France. 5000 ans de présence humaine sur ce territoire qui a connu l'époque celtique, romaine, wisigothe, occitane. Et ensuite, après, toute la période féodale, puisque Millard a été considéré comme un territoire appartenant à un marquis qui résidait, qui était un proche des rois de France. 1960, l'ère industrielle, avec l'usine de Lafarge de l'Exos. 1994, c'est la fin de l'usine de l'Exos. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'ère des services à la personne, avec le retour au pays de tous ceux qui sont allés faire carrière hors du village. Et ensuite, nous voyons aujourd'hui l'arrivée des Européens du Nord qui viennent chercher un art de vivre pour leur vieux jour. Ce qui fera certainement l'objet d'une autre émission. Jean-Paul Marion, merci. Merci. Nous allons dire aux auditeurs que s'ils souhaitent mieux connaître la commune de Millard, au nord du Tarn, ils peuvent consulter le site du pays de l'Albigeois et des Bastides à la rubrique Les actions du pays, habitat et urbanisme. En savoir plus, il y a un portrait de la commune de Millard, mais ils peuvent aussi aller sur votre site dont vous allez nous donner l'intitulé. Alors, le site internet de Millard, c'est en minuscule millard, milhars.com. Vous retrouverez en détail ce que je viens de vous parler. Merci Jean-Paul Marion, merci à Arnaud qui a réalisé la technique. Au revoir à tous et à bientôt sur Albigès. Au revoir à tous. Une vie au pays. Sabias mon país, anino ni frontiero, di l'ouvert s'expandir, une folie poupée. Une vie au pays, c'est la mémoire des habitants du pays de l'Albigeois et des Bastides et la découverte de son patrimoine. Une émission en partenariat avec le pays de l'Albigeois et des Bastides. Se trapo pescami di Lusan de las Peiro, di Lucao del Rasi, di la Mar de l'Albiera.